Cette vidéo sert d'introduction à un cours sur les glucides donné dans le cadre d'une classe inversée de chimie. On y découvre ce que sont les monosaccharides, les disaccharides, les oligosaccharides et les polysaccharides. Au niveau réaction chimique, on voit le cas de l'hémiacétalisation ou mutarotation, et puis on parle également de la condensation. Le but de cette classe inversée est de pouvoir rapidement utiliser ces sucres pour pouvoir mettre en perspective ce qui se passe en termes d'alimentation. Les glucides sont les biomolécules les plus abondantes sur Terre. Leur rôle principal dans l'alimentation est l'apport énergétique. La formule générale des glucides est CnH2nOn. À cause d'une erreur historique, on les appelle encore parfois des hydrates de carbone, car on avait cru que la formule était C(H2O). Ces molécules sont des polyols, c'est-à-dire qu'elles contiennent plusieurs fonctions hydroxyles, et puis elles contiennent toutes une fonction carbonyle, que ce soit une fonction carbonyle sous la forme d'un aldéhyde, c'est-à-dire en bout de chaîne carbonée, ou sous la forme d'une cétone, c'est-à-dire au milieu d'une chaîne carbonée. La photosynthèse réalisée par les végétaux transforme chaque année plusieurs milliards de tonnes d'eau et de gaz carbonique en glucose pour stocker l'énergie solaire sous forme d'énergie chimique. Cette énergie chimique peut ensuite être récupérée en réalisant notamment la respiration. Il existe des sucres qui sont des polysaccharides et d'autres qui sont des monosaccharides, c'est-à-dire que nous avons des polymères et des monomères. Parmi les polymères, notons l'amidon. L'amidon est une réserve d'énergie végétale qui se décline sous deux formes, l'amylopectine, une forme ramifiée, et l'amylose, une forme qui est linéaire. Tous les deux sont des polymères de glucose. Également un polymère de glucose, notons la cellulose dont la structure est légèrement différente au niveau des liaisons entre les glucoses justement et qui est, elle, un polymère de structure, c'est-à-dire qui va servir à maintenir la forme des cellules végétales et à former la paroi cellulosique. Nous avons nous aussi une réserve d'énergie sous forme de polymère de glucose. Elle s'appelle le glycogène. Les liaisons sont très légèrement différentes et notamment elle est plus ramifiée que l'amylopectine. On peut noter qu'il existe des oligosaccharides. Les oligosaccharides sont des petits polysaccharides, notamment la dextrine, qui n'est rien d'autre que de l'amidon qui est partiellement dégradé, donc des petits polymères de glucose. Au niveau des tout petits sucres, nous avons aussi les disaccharides qui sont donc constitués de deux monosaccharides, tels que le glucose. Nous avons le maltose qui est un dimère de glucose. Nous avons le lactose, donc le sucre du lait dont on a déjà parlé, qui est un dimère de galactose et de glucose. Et puis, nous avons le sucrose, aussi appelé saccharose, qui lui est formé d'un glucose et d'un fructose. J'ai évoqué précédemment le fait qu'un glucide contenait des fonctions ol, mais également une fonction carbonyle. Or, sur la forme cyclique ici, nous ne voyons pas de fonction carbonyle. Dans les tables, nous allons généralement trouver les monomères des glucides représentés sous la forme linéaire, telle qu'ici à gauche. On observe bien tout en haut une fonction carbonyle, c'est-à-dire un carbone doublement lié à un oxygène et, alors dans ce cas, un aldéhyde puisque simplement lié à un hydrogène. La question qu'on peut se poser, c'est quel est le lien entre ces deux formes, en gardant aussi à l'esprit que ces deux formes ne sont pas hyper bien représentées ici et qu'on aurait plutôt affaire à quelque chose comme ceci, si on a la forme linéaire, et à quelque chose comme ceci, si on a affaire à la forme cyclique. Commençons par regarder le lien entre forme linéaire et forme cyclique. Ce passage d'une forme linéaire à une forme cyclique peut avoir lieu pour les sucres qui ont 4 à 5 carbones au minimum et en présence d'eau. Voici donc notre chaîne carbonée, donc sous forme linéaire, représentée de façon à mettre en évidence le carbonyle et une fonction alcool, distante de 3 à 4 carbones. Nous savons que les charges d'un carbonyle peuvent être mises en évidence par une forme de résonance.
En effet, l'oxygène n'est plus électronégatif et va donc avoir tendance à attirer la paire d'électrons supplémentaires qui forment la double liaison entre le carbone et lui. Et donc cette paire peut, de temps à autre, être exprimée comme une charge complète, un déplacement d'électrons sur l'oxygène. Si on fait cela, on voit bien la présence de cette charge négative de l'oxygène qui va avoir un attrait sur l'hydrogène qui est à proximité. Cet hydrogène peut être attaqué par la charge négative, donc par les électrons qui se trouvent sur l'oxygène négatif, et à ce moment-là, il va relâcher la liaison qu'il faisait précédemment avec l'autre oxygène. Ainsi, on aura cette fois sur le carbone d'en bas une fonction OH et un oxygène négatif sur le carbone d'en haut. Oxygène négatif qui ne va pas longtemps rester négatif puisqu'il est à la proximité d'une charge positive et que donc une nouvelle liaison va se créer entre cet oxygène et ce carbone. La molécule ainsi créée s'appelle un hémiacétal en chimie organique. Nous appelons l'hémiacétalisation des sucres en biochimie la mutarotation et nous retiendrons nous ce terme-là. À noter également qu'un nouveau stéréocentre a été créé. En effet, ce carbone n'était précédemment pas un carbone, pas un stéréocentre, dans le sens où il n'était lié qu'à 3 éléments. Tandis que maintenant, il est lié à 4 éléments. Et donc, nous pouvons avoir ici 2 positionnements dans l'espace différents. Et en fait, ces positionnements seront choisis aléatoirement selon que l'oxygène ici va attaquer ce carbone vers le haut ou vers le bas. En conséquence, si on regarde ici la mutarotation du glucose en solution aqueuse, en passant d'une molécule linéaire, nous pouvons former 4 substances différentes. En effet, nous allons pouvoir former des cycles à 6, alors en fait à 5 carbones et 1 oxygène, ou à 5, c'est-à-dire 4 carbones et 1 oxygène. On appellera glucopyranose les molécules qui font un cycle à 6 parce qu'elles ressemblent à la molécule de pyrane que vous voyez ici. Il existe 2 types de pyrane. Et nous appellerons glucofuranose les molécules qui font un cycle à 5 parce qu'elles ressemblent au furane, donc une molécule organique également bien connue. Reste encore 2 autres possibilités. Comme on l'a vu, l'attaque au moment de la mutarotation peut se faire en haut ou en bas. Donc nous avons 2 anomères, c'est-à-dire que le OH peut être positionné ici en bas ou ici en haut. La convention veut que si on représente un carbone vers le haut, eh bien on appellera cela un bêta, ici glucofuranose si on regarde celui-ci, ou glucopyranose si on regarde celui-là. Et on nommera alpha si le OH est dessiné vers le bas, ici donc notre glucopyranose et notre glucofuranose. Dans les solutions aqueuses, les monosaccharides de 4 à 5 carbones sont majoritairement sous forme de cycle. Malgré tout, dans les tables, on les représente sous cette forme linéaire. Forme linéaire qui ne représente même pas la réalité d'une forme linéaire en solution aqueuse, ou une forme linéaire stable. En effet, on utilise cette représentation qu'on appelle représentation de Fischer pour se simplifier la vie, car dans une représentation de Fischer, nous savons que tout ce qui est à droite et à gauche est devant, et ce qui est ici est derrière. On peut donc analyser chaque stéréocentre de façon indépendante. Donc on a ici représenté ce que cela signifie, c'est pas possible dans le sens où tout ceci ne peut pas à chaque fois aller derrière, et en fait ce qu'on voit ici nous depuis dessus, c'est ce qu'on voit depuis le côté ici. Réalité qu'on va observer comme ceci. On va pas vous demander de passer d'une forme à l'autre, par contre il est intéressant de pouvoir utiliser les tables et par exemple de pouvoir repérer facilement si vous avez affaire à un aldose comme ici dans ces 3 cas, à un cétose, comme ici, dans ces 3 cas, ou encore, par exemple, à un hexose, comme ici, dans ces 3 cas, c'est-à-dire dans le cas du glucose, du galactose et du fructose.
La liaison qui se forme entre deux monosaccharides pour former un disaccharide s'appelle liaison eau-glycosidique. On remarque que pour faire cette liaison, une molécule d'eau va être évacuée et que donc on va retrouver notre molécule liée par une liaison éther alors que nous avions au départ deux fonctions alcool. Vu qu'il y a perte d'eau, il s'agit d'une condensation. Nous allons regarder à partir des trois monosaccharides, donc le glucose, le fructose et le galactose, les trois monosaccharides les plus courants, les dimères qui peuvent être formés. Le premier, le plus connu bien entendu, c'est le saccharose. Le saccharose, c'est le sucre de table. C'est un dimère de glucose et de fructose, il est produit à partir de la betterave ou de la canne à sucre, et puis s'il est purifié, il est blanc. Il a un pouvoir sucrant qui a été fixé à une valeur de 1, c'est-à-dire qu'en fait, on va comparer tous les autres sucres au sucre blanc. Si ils ont une valeur qui est supérieure à 1, cela signifiera qu'ils ont un pouvoir sucrant, donc un goût sucré plus fort que le sucre blanc. Et s'il est en dessous de 1, cela signifiera qu'il est plus faible. À partir du saccharose, on peut faire du sucre dit inverti. Le sucre inverti, c'est en fait du saccharose hydrolysé et donc on obtient un mélange équimolaire de glucose et de fructose. Ce sucre inverti est intéressant notamment pour son pouvoir sucrant qui est de 1,8. On le considère donc comme un excellent édulcorant. On peut former ce sucre inverti, alors soit en utilisant une enzyme, l'invertase, soit en chauffant en milieu légèrement acide, et à ce moment-là, eh bien, on obtient du glucose et du fructose, on arrive à faire l'hydrolyse de notre saccharose. Il faut savoir que dans les boissons acides, tels que par exemple le coca pour ne pas le citer, eh bien nous avons plus sucre inverti que du saccharose parce que avec le temps, eh bien ce saccharose a été hydrolysé. Les pâtissiers l'utilisent souvent, notamment à cause de ce fort pouvoir édulcorant, mais aussi parce qu'il sera moins sensible à la déshydratation que le saccharose. Il permet aussi de diminuer le temps de cuisson des gâteaux et puis de stabiliser les moelleux, etc. ou les sorbets, car sa recristallisation est plus difficile. Parmi les disaccharides, on retient également le maltose, qui est un dimère de glucose qu'on retrouve dans le malt ou dans le sirop de maïs, dont le pouvoir édulcorant est plus bas, donc à moitié moins que le saccharose. Et puis, l'autre disaccharide qu'on retiendra, c'est le lactose, qu'on trouve dans le lait, comme vous l'avez compris, et qui a lui un faible pouvoir édulcorant, on le considère d'ailleurs pas vraiment comme un édulcorant.